Bien, bonjour à tous. Dernier webinaire de l'année organisé conjointement avec Maître Laurent Denis, que je ne présente plus, et Courtensia, que je vais présenter un petit peu quand même très rapidement, puisque comme vous le savez, l'association agréée, il y a un an, on fête notre premier anniversaire, c'est le 8 décembre 2023. Et on est très heureux du lancement en fanfare de cette nouvelle association, avec un engouement de la part de vous qui nous suivez aujourd'hui, mais également de tous les autres intermédiaires en banque et en assurance qui ne sont pas connectés, mais qui sont manifestement satisfaits du travail réalisé pour vous accompagner et sécuriser votre activité. Ça va être le thème aujourd'hui de ce webinaire avec Laurent Denis, là encore, qui nous a préparé un truc un peu ludique, parce que c'est vrai, quand on parle de conformité, de réglementation, c'est pas toujours très drôle. Là, on va essayer de prendre ça voilà, sérieusement, mais en rigolant. Donc, IOBSP, pour vous éviter toute frasque, Laurent Denis a créé pour vous la FRAC. Il va développer ça assez rapidement dans quelques instants. Courtensia, nous avons donc ouvert les adhésions depuis le 20 novembre. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous incite à vous rendre sur le site. C'est un nouveau logiciel, un nouveau CRM qui n'a pas de lien avec l'ancien. Donc, si vous cliquez sur mon espace adhérent, il ne se passera rien. Il faut d'abord vous enregistrer sur ce nouveau logiciel. Ensuite, vous mettez nom, prénom, date de naissance, etc. Vous créez votre espace. Ensuite, deuxième étape, vous créez votre entreprise. Et troisième étape, vous créez votre adhésion proprement dit. Et avec une même adresse email, vous êtes en mesure de créer plusieurs sociétés pour ceux que ça concerne. Ensuite, vous vous laissez guider tranquillement, vous remplissez les champs, vous téléversez les documents, c'est assez facile. Deux petites précisions, l'ensemble des informations qu'on vous demande, c'est pas que ça nous amuse de vous les demander, mais c'est une demande de la CPR, donc tout ce qui est chiffre d'affaires, banque, assurance, nombre de salariés, RC Pro, etc. Premier point, donc, ce sont des informations réglementaires que vous devez renseigner. Et deuxième point, évidemment, tout ce qui est saisi par vous sur le CRM ne fait l'objet de traitement que par Sabine et moi-même, par les opérationnels, et en aucun cas ne sont divulgués, notamment aux membres du conseil d'administration, qui sont pour certains des confrères, pour d'autres des concurrents. Donc tout ça, c'est strictement confidentiel. Voilà, donc je compte sur vous pour adhérer rapidement. N'attendez pas le 31 janvier. On est aujourd'hui bien chargé, mais on arrive à délivrer des attestations sous 24 heures, donc il n'y a pas de souci pour ça. Je rappelle, l'ORIAS ouvre le renouvellement 2025 le 1er janvier, donc n'essayez pas de vous connecter pardon, sur orias.fr aujourd'hui, ça n'est pas encore ouvert. Vous pouvez le faire à compter donc du 1er janvier. Pour ce qui nous concerne, dès que nous avons validé votre dossier, nous vous déclarons sur orias.fr comme adhérent de Courtensia pour la ou les catégories que vous avez sélectionnées, donc COA, COB, etc. Ce qui signifie que lors du renouvellement, à partir du 1er janvier sur orias.fr, vous n'avez pas besoin de nouveau de téléverser votre attestation d'adhésion, puisque nous vous déclarons là encore comme adhérent du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2026. Donc, ça vous fait un peu moins de travail. Voilà ce que je voulais vous dire. On pourrait parler de formation, etc. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est le dernier webinaire de cette année. Éric Debèze, qui est là, va gentiment mettre une communication sur LinkedIn la semaine prochaine pour vous demander ou vous proposer des idées de webinaire pour 2025. Vous savez qu'on veut rester proche de vous et on a besoin de savoir ce que sont vos besoins. On parlait à l'instant, pour ceux qui n'étaient pas là, avec Maître Laurent Denis, de la lettre de refus de crédit qui génère beaucoup de soucis pour les courtiers. Donc, il y a des règles à respecter. Donc, on fera peut-être un webinaire spécifique pour savoir comment compléter cette lettre de refus de crédit, ce qui doit être mis dedans, en adéquation évidemment avec la promesse ou le compromis de vente. Voilà, si vous avez d'autres idées, Éric Debèze nous préparera ça sur LinkedIn la prochaine fois. Voilà pour ce qui est de cette introduction. Nous sécurisons votre activité, nous sommes avec vous, nous vous accompagnons.
Et Laurent Denis, je vais te laisser la parole le temps que je change d'écran, que je te retrouve. Tu es ici. Je pense que vous voyez mon écran, c'est bien le cas pour ceux qui ont les micros activés. On voit ton écran, on voit l'écran avec nos petites diapositives. D'accord. Alors, est-ce que tu vois ta présentation, Laurent? Oui, je ne sais pas si tout le monde la D'accord. voit. OK. Donc, moi, je te laisse la parole. Merci encore à tous. Ceux que je n'ai pas pu saluer, on se verra peut-être tout à l'heure dans les questions-réponses à la fin de cette réunion. Laurent, je te laisse la parole. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis très heureux de vous retrouver en cette fin d'année. Dans la conformité en 10 minutes, comme l'a dit Géraud, le plus sympa, c'est en 10 minutes. L'idée, c'est de vous montrer comment, à partir de l'analyse de très peu de documents, on peut détecter si on est conforme ou pas. Parce qu'en général, l'IOBSP s'intéresse pas franchement, pas intensément à ces sujets de conformité qui sont rébarbatifs, mais surtout qui sont pas faciles d'accès. Pas facile d'accès, pas facile, c'est pas facile de disposer des informations, c'est pas un travail forcément super excitant. Donc là, l'approche d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment, à partir d'un ou deux documents très simples, on peut détecter des erreurs de façon évidente. Et du coup, c'est très vilain du coup. Et de la sorte, se dire, je pensais être bon, je pensais avoir tout compris en conformité, j'avais le sentiment de maîtriser. En réalité, quand je fais quelques petits tests très simples et très rapides, je vois que ce n'est pas le cas. Je vois qu'il y a des erreurs. Pour ça, on prendra quelques exemples. Ce n'est pas les exemples qui manquent, Monsieur hélas. Franck, On prendra quelques exemples à dites-moi, monsieur partir de Franck. d'authentiques Hey, dis-moi, je te vois tous les matins. documents récents. Et je vous proposerai de réfléchir, je vous montrerai ces documents et je vous proposerai de réfléchir. On va réfléchir ensemble à ces documents. Et donc, vous allez tous, là, collectivement, faire ce petit travail d'analyse dont on va donner la présentation théorique. Géraud, si tu veux bien nous mettre quelques coups de pied dans les diapositives pour les faire Allez. avancer. Le jeu de loi du courtier, l'idée, c'est Parce qu'il me simplement de demandait si on dire voyait bien sa présentation. que le travail de courtage est un travail commercial, c'est une trajectoire commerciale. On part d'un point de départ, comme dans le jeu de loi, et le point d'arrivée, c'est évidemment d'obtenir le prêt avec la satisfaction Je du répète. client. L'idée, en réalité, ceux qui ont des micros ouverts, si vous pouvez les fermer, c'est super sympa. L'idée, en réalité, c'est de se dire, on doit parcourir ces cases qui représentent notre parcours commercial vers la satisfaction du client, mais le petit mais, c'est que dans chaque case, il y a aussi une problématique juridique. Il y a aussi des impératifs juridiques qu'on doit prendre en compte, dont on n'a pas forcément conscience. Donc c'est ça, c'est vraiment cette caractéristique de lien étroit entre une action commerciale, une activité commerciale, qui est celle vers laquelle tout le monde se jette avec raison, hein, c'est la plus sympa et c'est celle pour laquelle vous avez de l'expertise. En réalité, ne peut pas se dérouler sans une association étroite avec les aspects juridiques. Donc toute notre question va donc être comment dans ce jeu de loi, avec le petit jeu de mots sur l'aspect légal, on va pouvoir marier l'action commerciale et les normes. Et je précise d'emblée, avec un biais assumé et très volontaire, qui est que votre activité de courtage, votre activité d'intermédiation en opération de banque, c'est une activité commerciale. Prioritairement, elle est commerciale. Le client ne vient pas vous solliciter pour obtenir des conseils juridiques ou une exégèse ou des explications du code monétaire et financier ou du droit bancaire. Ce n'est pas ça qu'il vient chercher. Il vient chercher des réponses et ces réponses passent par une prestation. Donc vous êtes des commerçants, simplement vous êtes des commerçants dans une profession réglementée, comme il en existe d'autres, et vous devez respecter donc ces principes juridiques. On avance un petit peu, Géraud, si tu veux bien nous aider. Donc j'ai mis ici une page sur ce qu'il faut retenir de cette présentation, comme si on était à la fin. Et donc à la fin, vous aurez compris parfaitement quel document regarder, quel type de réflexe on peut avoir. Encore une fois, on va faire ça en grandeur nature.
Et on propose avec Courtensia, c'est Courtensia qui vous le propose, hein, cette fiche d'analyse rapide de conformité qu'on a appelée FRAC avec Géraud. L'idée, c'est vous nous transmettez un ou deux documents et on vous dit rapidement s'il y a un peu, beaucoup ou pas beaucoup d'erreurs dedans. C'est ça l'idée. Vous voyez, ce n'est pas une prestation de conformité générale, ce n'est pas une analyse approfondie, mais ce n'est pas non plus quelque chose de superficiel. Ça se base sur d'authentiques points de contrôle. Encore une fois, on va en voir quelques exemples tirés de vrais documents. OK, on passe. La suivante, Géraud. Pour parler de la conformité, on peut décrire ce que c'est que la conformité juridiquement, mais aussi on peut aussi prendre une image. Ici, vous connaissez ce film très célèbre, c'est Apollo 13, c'est un film qui a une vingtaine d'années, et à un moment, tous ces gens-là ont effectivement un problème. D'ailleurs, il y a une petite entourloupe, ce n'est pas exactement la phrase qui a été prononcée par les astronautes. Si on va à la diapositive suivante, pour nous plonger dans cette féerie spatiale bien éloignée du code monétaire et financier, quel était le problème principal? Il y en avait plusieurs, mais à un moment, il y a eu un problème pour respirer dans cette fichue cabine en perdition. Et pour respirer, il fallait faire rentrer, vous voyez les deux exemples qui sont ici, il fallait faire rentrer des filtres carrés dans des réceptacles qui étaient prévus pour des cylindres. Et s'il ne faisait pas ça, il ne respirait plus. Vous savez, c'est le tri du gaz carbonique qui permettait de respirer efficacement. Donc, il a fallu imaginer comment faire adapter des filtres carrés à des dispositifs de respiration qui étaient faits pour des cylindres. Et c'est exactement la problématique de conformité que rencontre le courtier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, tout simplement que vous avez une méthode de vente et il faut faire rentrer dans cette méthode de vente des principes juridiques. Et pour que ça marche bien, cette petite opération intellectuelle, vous devez retenir que ces principes juridiques, en réalité, sont une méthode de vente. Quoi que vous en pensiez, quel que soit l'avis qu'on peut avoir là-dessus, quand la loi décrit comment un professionnel comme le courtier doit traiter un consommateur, eh bien, la loi vous donne un cours de vente. Un cours de vente à sa manière, un cours de vente de juriste, un cours de vente un peu sec, pas très pédagogique non plus d'ailleurs. Mais la réalité, c'est ça, c'est que la loi décrit une façon de vendre. Et vous, de l'autre côté, vous vendez. Et il s'agit vraiment bien d'adapter les deux de façon efficace. C'est ça l'enjeu, c'est ça l'enjeu fondamental de la conformité. Ouais. Excuse-moi, Laurent, Patrice, tu peux couper ton micro? Patrice Carasus. Mon collègue, d'un collègue avec qui je bosse, affecté sur l'agence de Victrol, pourrais-tu, s'il te plaît, le superviser? Voilà. Patrice, si tu nous entends, tu peux couper ton micro? Patrice, si tu nous entends, je n'ai pas coupé le micro, je crois. Patrice n'entend pas, alors on le laisse parler. Amitié à Vitrolles, Patrice. C'est bon, je vais couper le micro. La conformité, c'est donc de relier de façon intelligente votre propre méthode de vente, votre culture commerciale, avec une espèce de méthode de vente secrète et occulte qui est installée à l'intérieur des obligations réglementaires. Là-dessus, vous avez quatre attitudes possibles. La première, c'est de dire j'en ai rien à faire, tout ça ne m'intéresse pas. Choix tout à fait éminemment respectable et honnête. Le deuxième, c'est on m'a dit de faire comme ci ou de faire comme ça. Un peu moins dangereux que le premier, mais assez risqué quand même, parce que pas très solide. Il n'y a pas de fondamentaux très solides quand vous faites de la conformité avec ce que les gens vous ont raconté. Je vous dis ça parce que c'est mon quotidien aussi, hein. Tous les jours, on reçoit des questions de gens à qui on a dit des trucs. Euh, Ensuite, vous avez deux attitudes qui sont plus positives si on veut être en sécurité du point de vue de la conformité. La première, c'est se dire, moi, je sais le faire, j'ai compris comment ça marche, ou j'ai pas envie de dépenser pour ça. Alors, parce que c'est quoi la réalité? C'est qu'en 10 minutes, on peut regarder ce qui ne va pas dans votre conformité et changer une vision positive que vous pouviez avoir sur vous-même là-dessus, en tout cas mettre une réalité en face. La réalité, c'est qu'en 10 secondes,
vous pouvez passer commande à un expert de la mise en conformité de vos activités. Mais on a tous bien compris que, il faut trouver l'expert, être sûr qu'il soit un véritable expert, et puis ensuite, il faut payer. Donc, ça a un coût. Donc, il y a toujours cette balance entre je pense que je suis conforme parce que j'ai parfaitement compris le sujet, et de l'autre côté, ça me coûterait de payer. Ou quelque chose comme je ne vais pas payer cher alors que je suis super conforme. Évidemment, la quatrième solution, c'est celle que je viens de décrire. Donc là, ce n'est pas la conformité en 10 secondes ou en 10 minutes, c'est un travail profond de plusieurs heures qui balaie tous vos documents, qui les actualise, qui les met à jour. Et dans ces documents, on va le dire tout net et tout directement, celui que vous devez retenir comme supérieurement prioritaire, celui auquel vraiment il faut attacher de l'importance, parmi tout ce qu'on peut vous dire sur les sujets de conformité, pour le courtier en crédit, c'est son contrat de mandat. C'est vraiment le contrat de mandat qui peut vous protéger ou vous mettre en risque. Et c'est dans ce contrat de mandat qu'on va trouver les principaux éléments de difficulté ou de sécurité juridique. Donc ça, c'est un petit biais psychologique classique qui illustre ce qu'on est en train de dire. Par exemple, moi, je suis persuadé que je suis un grand humoriste. La réalité, c'est que j'ai juste un excès de surconfiance dans ce domaine-là. Je sais très bien que je ne suis pas drôle, en réalité. Mais c'est typiquement donc, cet effet psychologique. C'est l'effet psychologique qui peut vous atteindre en étant persuadé que parce que vous avez compris des choses, ou parce que vous êtes penché un peu sur le sujet, ou parce que vous avez eu la chance de rencontrer quelqu'un qui pensait maîtriser le sujet, voilà, vous vous dites, il y a pas de souci, je suis au point. Et c'est ça qui, en général, nous perturbe, crée un mauvais effet en nous disant, finalement, tout va bien en conformité, je m'en occupe pas. Comme le disait Géraud tout à l'heure, ce n'est pas un sujet vers lequel on se tourne naturellement. Et donc, du coup, vous restez avec des documents qui sont dangereux, dont le danger n'apparaît pas immédiatement, mais peut apparaître en cas de difficulté, et notamment de procès ou de contentieux avec un client. Alors là aussi, hein, rapidement, euh, quand un procès démarre pour un courtier, c'est rare d'avoir plusieurs procès avec un client dans une vie de courtier. On peut passer des vies de courtier entières sans avoir de procès ou de contentieux avec un client. Donc on ne sait pas bien pour quelles raisons ça arrive, on ne sait pas bien pourquoi une dispute va dégénérer dans un litige judiciaire, mais le jour où on est dedans, il est trop tard pour faire les travaux qui permettent de se protéger. Donc, dit très simplement, soit vous pensez, mais c'est l'histoire du pari d'il y a 2 secondes, soit vous pensez que vous n'aurez jamais de difficulté et qu'aucun client, et vous pouvez bâcler ces sujets de conformité comme vous voulez, soit vous vous dites, il n'est pas exclu qu'un jour, je me retrouve en situation difficile, ce jour-là, je serais bien content d'avoir des éléments de sécurité, d'avoir mis quelques petits trucs auxquels il faut penser à temps, tout simplement, pour être protégé. La diapo d'avant, on ne la remet pas, Jérôme, mais c'était juste la définition officielle de la conformité, sans passer par Apollo 13. C'est comme ça que la loi définit le risque de non-conformité pour ceux qui le souhaitent. Donc, si on passe ensuite, c'est quoi, une fois qu'on veut rentrer dans l'analyse de la conformité, c'est assez simple. La conformité, c'est un référentiel, c'est une liste de courses. Vous avez des points de contrôle qui sont des points juridiques regroupés par famille et qui sont tous issus de la loi. Ils ont tous une étiquette, ils ont tous un article de code ou quelque chose d'équivalent. Donc ça, c'est la liste des points de conformité. Des points de conformité, aujourd'hui, par exemple, pour un courtier en crédit, ceux que j'utilise dans mes référentiels, c'est à peu près 250 points de conformité. On va dire entre 250 et 300, selon la manière dont les activités sont pratiquées. C'est-à-dire 250 à 300 points de contrôle. J'ai la liste des points de conformité. En face, j'ai des documents. L'analyse de la conformité, c'est est-ce que je retrouve dans mes documents les points juridiques qui sont listés. Voilà comment fonctionne un juriste ou quelqu'un qui fait de la conformité. Donc c'est ça, analyser la conformité. Juste un petit mot ici, hein, qui illustre tout simplement le propos précédent. Le risque juridique, il peut dormir anesthésié paisiblement pendant des années, et puis un jour, il y a une norme juridique que je n'ai pas respectée, elle était là, endormie, en léthargie, et puis se produit un événement, ça dérape, il se passe quelque chose, il y a une étincelle avec un client, et là, je m'aperçois que cette norme, je ne la respectais pas, et c'est elle qui va
me prendre et m'agresser. On a parlé du référentiel. Alors, si, un petit mot de commentaire aussi, je le répète tout le temps, je constate que ce n'est pas toujours bien compris. On prendra un exemple dans un instant d'ailleurs, vous verrez à quel point ce n'est pas compris. Dans beaucoup de cas, le courtier est persuadé que c'est au client d'apporter la preuve que le courtier a commis une faute. Mais bien évidemment, je vais le dire encore une fois, un autre angle là, bien évidemment, la loi n'impose pas, notamment à un consommateur, par exemple, d'avoir des connaissances juridiques étendues et de faire l'audit de conformité du courtier. Donc la loi, c'est pas ça. La loi, c'est que le professionnel doit toujours prouver qu'il a délivré les obligations mises à sa charge. Et ça, c'est quelque chose qui s'est accentué depuis une dizaine d'années. Donc la première chose qu'on vous demandera, c'est quelles sont vos obligations référentielles de points de conformité. Prouvez que vous délivrez vos obligations, mes documents, dont, pour un courtier en crédit, le contrat de mandat. Bon, on peut passer ça, si vous le lisez tranquillement, c'est ce qu'on vient de se dire. Là, c'est la même chose, hein, c'est des petits tableaux de synthèse qui montrent, ici, on a des obligations précontractuelles, hein, on les regroupe par famille. Vous savez que la notion d'obligation d'information, enfin le concept d'information est assez stérile quand on veut comprendre ces obligations-là. Ce qui est intéressant, c'est de les regrouper par famille, dans lesquelles il y a des informations, tout est une information. Donc, vous n'avez pas d'obligation d'information. En revanche, vous avez une obligation de présentation. En revanche, vous avez une obligation de mise en garde, de conseil, de description de produits, dans lesquels il y a des informations à communiquer et il faut prouver qu'on a délivré tout ça. Deux documents essentiels, le contrat de mandat, je l'ai dit. Un autre document qui est essentiel, en réalité qu'on retrouve dans le contrat de mandat, c'est-à-dire qu'on retrouve ces informations évidemment dans le contrat de mandat, c'est les mentions légales d'un site Internet. Pratiquement tout le monde a un site Internet. Les mentions légales sont obligatoires. Troisième caractéristique et particularité, tout le monde peut les voir. L'avocat du client qui n'est pas content de vous, il voit vos mentions légales. Le juge, s'il est curieux dans un procès, la CPR qui fait des contrôles. Donc les mentions légales, elles sont là pour dire, regardez comme j'applique ou pas les obligations qui sont les miennes. Vous montrez en permanence votre conformité dans des mentions légales. Vous n'en avez pas forcément conscience, mais vous montrez votre état de conformité ou vos erreurs de conformité. Elles sont visibles à tout instant. Oui, je rajoute juste deux petits points, Laurent. La première, Oui, c'est que la CPR surveille les sites Internet et évidemment est plus tentée d'aller faire des contrôles ou des vérifications lorsque le site Internet n'est pas bien sûr. conforme, notamment en termes de mention légale. Vous pouvez nous appeler, vous avez pour les adhérents dans la bibliothèque de documents un résumé. Et deuxième point, je rajouterais que si vous avez une vitrine, vous devez mettre exactement les mêmes mentions légales que sur un site Internet, c'est-à-dire l'identification de votre société, catégorie ORIAS, vos partenaires, service réclamation, service médiation, bref. Une vitrine, c'est comme un site Internet, puisque c'est visible du consommateur à partir de la rue ou de la galerie où vous êtes installé. Donc, les mentions légales doivent y figurer de la même manière. Quelques exemples pour lesquels vous allez réfléchir et vous pouvez donner des petites réponses dans le chat. J'ai pas de, il n'y a pas de mauvais esprit, j'ai pas de mauvaise pensée à l'égard des courtiers qui sont des personnes éminemment respectables qui utilisent les documents anonymisés que vous avez devant les yeux. Donc voilà, il n'est pas question de quelque mauvaise pensée que ce soit. Simplement, ce sont des documents qui m'ont paru assez saisissants. Alors, vous avez ici devant les yeux un contrat de mandat. Je voudrais que vous replaciez, je sais que c'est un peu difficile pour un vendredi après-midi, mais vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui est un juriste. Vous êtes un juriste et vous recevez un contrat de mandat qui commence exactement comme ce que vous avez devant les yeux. Il y a Amélie qui, je m'interromps, qui pose la question de savoir s'il y a les mentions légales sur un véhicule. C'est une question assez intéressante, Amélie, et perturbante parce que on pourrait répondre oui, et simultanément, on ne voit pas comment on peut coller toutes les mentions légales. Je pense qu'il faudrait un petit, comment dirais-je, un petit truc plastifié particulier quelque part sur une vitre. Il ne faudrait pas que ça gêne la visibilité. Oui, le courtier n'est pas un mandataire, Delphine, bien sûr. Pardon, on est dans le jeu.
le courtier n'est pas un mandataire. Donc, si vous cherchez l'erreur dans ce contrat, on peut passer à la diapo suivante. Non, on peut rester 2 secondes dessus. On passe à la diapo suivante. Le QR code est une bonne idée, effectivement, Eric. On a ici un contrat de mandat entre un client, donné par un client, à un courtier en crédit. Vous savez que le courtier en crédit est caractérisé par le fait qu'il reçoit mandat du client. Encore des gens qui ont des définitions fantaisistes du courtier en crédit. Ben, le courtier en crédit, c'est fondamentalement celui qui reçoit mandat du client. Et on a un contrat de mandat, simplement parce qu'on ne l'a pas regardé de près, hein. Il est arrivé comme ça, on l'a adopté, on l'a accueilli chaleureusement chez soi, dans son cabinet de courtage. Et puis après, on s'est dit, ben, nous, notre boulot, c'est de faire du commerce, pas du juridique. Et donc, on vit avec ce contrat-là. Et la première phrase, c'est effectivement, Delphine, le courtier informe le client qu'il agit en qualité de mandataire non exclusif. Erreur terrible. Erreur terrible. Donc, vous avez un contrat de mandat qui n'est pas un contrat de mandat entre un client et un courtier. Un contrat de mandat entre un client et un courtier, évidemment, est un contrat dans lequel le client donne mandat au courtier. Alors, il y avait rien que sur la page d'avant, il y avait plusieurs autres points qui étaient incohérents. Je vous demande simplement de regarder la dernière phrase, par exemple. Le courtier étudiera avec sincérité et loyauté, c'est bien, ça n'engage pas, la demande du client et agira au mieux de ses intérêts. Est-ce que le au mieux de ses intérêts éveille quelque chose pour vous? Est-ce que ça vous paraît une phrase qui a une valeur juridique? Comment je réponds à une question pareille? Je ne dis pas qu'on se fiche de la réponse. Ce qui est intéressant dans notre rencontre d'aujourd'hui, c'est que vous soyez autonome dans les réponses aux questions que vous pouvez poser. Aucune, c'est à double sens, dit Eric. C'est pas au mieux des intérêts du client plutôt? Alors ici, Claude il a écrit au mieux des intérêts du client. Ah Pardon, j'ai pas. oui, ça c'est l'ambiguïté. Oui, Tu as raison, c'est l'ambiguïté que révèle Eric. Quand on dit agira au mieux de ses intérêts, c'est tout simplement pas rédigé correctement en français, puisqu'on ne sait pas si c'est au mieux des intérêts du courtier ou au mieux des intérêts du client. dans la Première mesure où remarque, dans la mesure où c'est l'interlocuteur qui est le dernier mentionné, pardon, le exactement, courtier qui est le dernier mentionné, ça rapporte au dernier mentionné. on peut dire ça. Mais la difficulté, c'est que de toute façon, comment je vais répondre à cette question? Comme pour tout le reste, à chaque fois que j'ai un mot, on va le voir ensuite, à chaque fois que j'ai un article, le jeu de contrôle rapide consiste, remets-nous la page, Géraud, si tu veux bien, pour que tout le monde ait au mieux de ses intérêts devant les yeux. Le jeu consiste à se dire, est-ce que cette phrase est juste? Je disais tout à l'heure, il y a une liste de points de contrôle. Je disais tout à l'heure, chaque point de contrôle est étiqueté dans la loi. Il a une référence, il habite à une adresse. Dans le code monétaire et financier, dans le code de la consommation ou dans le code civil, il a un numéro. Est-ce que, au mieux de ses intérêts, correspond à une obligation légale qui est référencée? Voilà le travail que je peux faire. Voilà le travail que je dois faire si je veux me poser la question de la conformité de mon document. Ici, c'est mon contrat de mandat. Eh ben, je vous épargne la recherche. Je vais dans le code monétaire et financier. J'ai une rubrique qui décrit les obligations de l'intermédiaire en opération de banque et en particulier ce qui s'appelle les règles de bonne conduite. J'ai absolument pas, le courtier doit agir au mieux des intérêts du client. Le courtier doit tenir compte des droits et des intérêts du client. Certains d'entre vous pourraient dire agir au mieux ou tenir compte, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Si vous voulez être conforme, vous avez tout intérêt à faire référence à des textes qui sont d'authentiques textes existants et en vigueur. Et deuxièmement, vous avez tout intérêt à ce que vos documents reprennent les termes exacts. Ce que je dis souvent, c'est que quand vous êtes en difficulté, quand vous avez un contentieux avec un client, le contrat, il doit vous défendre tout seul, sans que vous ayez à expliquer quoi que ce soit, sans qu'un avocat ait à expliquer quoi que ce soit. Enfin, surtout un avocat, les gens qui ne comprennent pas grand-chose. Donc, il vaut mieux que ce soit directement rattaché
à ce qui est écrit dans la loi avec les mêmes termes. Voilà, un deuxième exemple sur cette page. Mais le premier exemple, c'est que vous voyez qu'on peut avoir entre les mains, euh, en honnêtes personnes qui font correctement leur métier avec un gros taux de satisfaction de client, un contrat qui est complètement bancal. Tout simplement parce qu'on n'a pas regardé les phrases, on n'a pas lu les phrases. Et encore une fois, l'exercice est très simple à faire. Cette phrase, est-ce qu'elle est juste? Ce mot, est-ce qu'il est juste? On va le voir avec la page d'après. Cet article, est-ce qu'il est juste? Donc ça, c'était l'erreur. Autre exemple, j'ai pris donc des mentions légales. Ah non, c'est encore le contrat. Ah oui, avant de parler des mentions légales et des articles de code. Vous avez ici un contrat de mandat de courtier IOBSP avec un client. On explique que le client reconnaît que le courtier lui a fourni tout ce qu'il est possible de fournir, du début à la fin des temps, que tout ça, il a pu comparer des types de contrats disponibles. Les clients certifient qu'ils ont reçu plusieurs simulations, enfin, ils reconnaissent, ils certifient, ils jurent, on échange le sang, enfin voilà, donc c'est une espèce d'engagement du client merveilleux dans lequel le client dit qu'il a vraiment tout vu, tout reçu et il signe tout ça, et on se croit tranquille avec ça. Alors, quelle est votre analyse de cette pratique, de ce type de contrat? Vous avez un contrat qui vous dit ici, vous avez tout reçu, vous avez tout vu. C'est subjectif, nous dit Élodie très justement. Qu'est-ce qui est choquant dans ce type de pratique? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'est pas conforme? Qu'est-ce qui vous crie devant les yeux? Ça ne va pas, je ne peux pas accepter ce type de document ni ce type de fonctionnement parce qu'il ouvre une zone de risque. Adeline nous renvoie une question en nous disant est-ce qu'il y a un accord de principe? Ici, on est dans le cas où l'accord de principe, Adeline, même le client reconnaît l'avoir reçu, hein. Il dit je l'ai reçu, il dit j'ai tout reçu. Cécilie nous dit un accord pour une durée de 300 mois. Ben, ce qui est choquant ici, tout simplement, et qui ne vous saute pas au visage, j'espère que cette expérience sera intéressante pour vous et riche de réflexion personnelle, c'est que tout à l'heure, on a dit le courtier doit prouver. Qu'est-ce que je prouve quand je dis, quand je fais signer au client qu'il a tout reçu? Ben, je prouve rien. Je prouve rien parce que je dis, par exemple, pour reprendre ce que disait Adeline, j'ai reçu un accord de principe, même si c'était un document définitif, par exemple. Mais ce n'est pas parce que je reconnais l'avoir reçu que je l'ai reçu. Où est-ce que je l'ai remis? Où est-ce que je l'ai présenté? Où est ma fiche de conseil? Où est ma fiche de conseil qui respecte les 3 ou 4 points qui caractérisent le conseil en crédit qui sont dans la loi? J'ai dit tout à l'heure, le courtier doit prouver. C'est pas en faisant signer des papiers au client qui dit j'ai tout reçu que je prouve quoi que ce soit. On avait cette discussion tout à l'heure. C'est pas parce que vous faites signer des papiers qui ne correspondent à aucune réalité que ce que vous faites signer a de la valeur juridique. Donc ça fait l'objet, Géraud, si tu nous montres les pages suivantes, de jurisprudence. La Cour de cassation nous dit, et encore récemment la Cour d'appel de Bourges, c'était en regroupement de crédit, il faut penser à nos amis qui font du regroupement de crédit, mais la Cour de cassation nous dit depuis 2019, et il y a plusieurs arrêts là-dessus, la reconnaissance d'un fait par le client n'est pas une preuve. Il y a toute une littérature juridique qui s'est développée là-dessus, je vous l'épargne. Mais retenez simplement que faire reconnaître quelque chose à un client alors que je ne l'ai pas fait, ce n'est pas une preuve. Et comme j'ai dit tout à l'heure que la preuve incombe au courtier, faire reconnaître quelque chose à un client n'est pas remplir mon exigence mécanique ou de la cuisine, le droit. Pardon. Donc voilà ce que dit exactement, si vous pouvez, je ne vous le commande pas, je ne vous le dis pas, mais voilà exactement ce que dit le texte de la Cour de cassation. C'est la suite d'une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Tout ça a démarré en 2014, il y a 10 ans, et c'est une banque
qui s'est fait coincer la première. C'est une banque qui est allée soutenir devant la Cour de justice de l'Union européenne il y a 10 ans que parce qu'elle avait fait signer que le client avait reçu les documents, le client les avait. La Cour de justice de l'Union européenne a dit non, 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 ça ne marche pas comme ça. Tu dois montrer que tu as délivré les documents. Ce n'est pas en faisant signer des trucs que ça fonctionne. C'est retombé ensuite. Et maintenant, arrêt de la Cour de cassation de 2019, c'est une règle de droit qui est très claire. Vous comprenez aussi que c'est une règle de droit récente. Elle est apparue récemment avec cette force-là. Donc on dit c'est un indice, la reconnaissance constitue seulement un indice. Vous pouvez remplacer ici prêteur par professionnel, hein, qu'il incombe au professionnel de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, etc. Donc ça Donc voilà un signifie, deuxième Laurent, exemple qui nous permet. Allô, excuse-moi Laurent, allô, j'écoute, bien ça sûr, signifie pour être encore plus clair pour ceux qui nous suivent que bien sûr, tu dois faire n'hésitons pas. signer le client doit signer le dit document et non pas attester qu'il l'a reçu. Exactement. Exactement. Si je prends l'exemple de la fiche de conseil, puisque je dois délivrer un conseil et que l'exemple qu'on vient de voir prétend être une fiche de conseil, je t'ai délivré mon conseil, tu le reconnais, tu le signes. Bah oui, mais c'est pas vrai. J'ai pas de fiche de conseil, je l'ai pas remise au client, il ne l'a pas signée. Je suis pas en mesure de prouver que le client a reçu une fiche de conseil. Donc je ne peux pas prouver que j'ai délivré mon conseil. Donc c'est comme si je n'avais pas délivré mon conseil. Je redis, hein, ça n'empêche pas, cette page est bien, Jérôme, on va la laisser, c'est notre dernier exemple. Je redis, ça n'empêche pas votre client d'être heureux, ça n'empêche pas que tout peut bien se passer. Hein, encore une fois, tout à l'heure, on a dit, hein, la difficulté, c'est la rencontre entre une norme qui n'est pas respectée et un événement contraire. Si j'ai jamais d'événement contraire, si je suis persuadé que j'en aurai jamais, mais pas de problème. Je peux faire reconnaître tout et je peux avoir une conformité très créative et un code monétaire et financier à moi. J'ai décidé quel était mon propre droit. Mais le jour où je dois aller devant un tribunal parce que le client me cause des soucis, bah, c'est le code monétaire et financier officiel qui va être respecté. Prenez quelques secondes, c'est un exemple de mention légale, et on va voir à nouveau ensemble comment, en quelques secondes, on peut savoir si rien qui va, nous dit Delphine. Alors, c'est pas vrai, Delphine, je ne suis pas aussi pervers qu'on le dit et qu'on l'imagine, parce que j'ai pris un exemple dans lequel il y a des choses qui vont. Quel est le réflexe? Voie de recours, Vincent, excellent. Eric, qui a l'œil, qui connaît ces sujets-là, qui fait un juriste fin, Eric Debèze nous dit l'adresse de la CPR. Mais l'adresse du médiateur, Eric, tu as parfaitement raison. Adeline, très juste, pas d'infos sur l'association professionnelle agréée par la CPR, pas d'infos sur la RC Pro. Ben super, vous avez le bon œil. Comment on procède? Ben, rien sur Courtantia exact. Comment on procède? Ben, la règle, le réflexe que vous devez cultiver est toujours le même. Vous voyez, on va prendre les choses dès le début très gentiment. Les pages d'après vous donnent ce qui va et ce qui ne va pas dans ces mentions légales. Je cite un article. Eh ben, je prends 2 secondes de mon temps précieux et je vais lire l'article que je cite. Donc ici, si je vois bien et je vois mieux comme ça, je cite l'article L313-1 du Code de la consommation. Déjà, on me dit que c'est une loi de 2011. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon parce que quand je cite des lois de 2011 en 2024, vous voyez, la probabilité pour qu'il y ait eu du remue-ménage dans la loi de 2011, elle est quand même assez élevée. Ne citez pas de loi. Donc restons aux articles. Je cite un article. Eh bien, si je cite un article, mon réflexe est simple. Dans mon analyse rapide de conformité, dans ma détection rapide des erreurs évidentes, je vais sur mon moteur de recherche préféré, je tape code de la consommation ou code monétaire et financier et je vais lire l'article. C'est gratuit. C'est gratuit. Ça coûte rien. Vous passez par personne. N'êtes pas obligé d'aller acheter un code de la consommation épais chez les fournisseurs de code avec des commentaires, etc. C'est gratuit, c'est en ligne. Donc j'ai des articles, je vais les vérifier. Donc on les regarde rapidement, puis ensuite on passe en revue un par un. J'ai un premier article que je cite, 313.1 du Code de la consommation, on me dit j'ai un délai de réflexion de 10 jours. Question simple. Je cite un article L312-5, toujours du Code de la consommation,
un crédit vous engage doit être remboursé, facile à vérifier. Je cite un article L322.2 du Code de la consommation, pas de versement de la part d'un particulier en l'obtention d'un prêt. Après, je ne cite plus d'article, mais je donne les références de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, je donne des voies de recours et je donne le nom du médiateur. Alors, je passe tout ça en revue gentiment. Les pages Oui, d'après ça, Géraud. on peut préciser que ce sont des exemples vécus, hein. Et Et il y en a plein, encore aujourd'hui, je tous consulte les des jours. sites internet et ils disent qu'ils ont Devini, alors que Devini, s'ils ont perdu, bah, tu vas y revenir. Et sur la CPR, encore aujourd'hui, hein, 5 ans après, c'est la mauvaise adresse. Ça, c'est. 5 ans après. Donc, Bon. alors, voilà, on va voir les exemples, hein. Donc, si vous les bravo à ceux qui ont repéré. Donc, je cite l'article L313-1 du Code de la consommation. Pour mémoire, dans mes mentions légales, j'indiquais qu'il était question d'un délai de 10 jours. Ben, pas de bol, pas de bol. Je l'ai devant mes yeux. Je l'ai devant les yeux. L'article L313.1, c'est un article qui explique à quoi s'appliquent les dispositions en matière de prêt à la consommation. Il n'est pas question de délai de rétractation. Je me trompe, une erreur de conformité. La suivante, Et la loi date du 1er juillet 2016 et non pas 2011, comme tu le disais tout à l'heure. exactement, Géraud, exactement. Mais voyez, on n'est pas obligé d'avoir des connaissances juridiques approfondies, de savoir que les lois ont changé à tel moment, que la jurisprudence a changé à tel moment. La proposition que je vous fais, c'est vraiment quelque chose qui est juste un petit regard critique sur ce qui est écrit. L312-5 du Code de la consommation, bah oui, très bien, c'est effectivement la phrase qui nous rappelle qu'on doit dire un crédit vous engage, etc. Donc super, pas d'erreur. Ensuite, la page d'après, L322.2 du Code de la consommation. Alors là, l'erreur qui est très répandue, vous pouvez regarder hein, dans vos propres documents, c'est la mention systématique de non pas L322-2, mais L321-2. L321-2 reste énormément dans beaucoup de documents légaux, de mentions légales, etc. Quand vous voyez L321-2, si vous l'avez dans vos propres documents, L321-2 du Code de la consommation, vous êtes à peu près sûr, à 99 chances sur 100, que vous l'appliquez à mauvais escient. Tout simplement parce qu'il a changé aussi depuis 2016. Alors ensuite, vous l'avez relevé, l'adresse postale de la CPR, bah, Jérôme l'a dit, la CPR a une adresse postale qui est indiquée ici en fin de ses mentions légales, hein. J'ai juste pompé les mentions légales de la CPR ici, qui sont fausses. Les mentions légales, il y a une erreur dans les mentions légales de la CPR. C'est quelque chose que je n'affiche pas, mais maintenant ça se saura une fois qu'on l'aura dit ici. Mais il y a une erreur dans les mentions légales de la CPR. En tout cas, il n'y a pas d'erreur sur l'adresse postale de la CPR. Vous devez la mentionner dans vos mentions légales. Elle a changé en 2018. Donc, simple travail de vérification, d'esprit critique basique. Et puis le dernier point, vous devez indiquer votre médiateur de la consommation depuis le 3 novembre 2022. On sait que cette société de médiation de la consommation, pardon, n'est plus en exercice, n'exerce plus. Ça veut dire tout simplement quoi? Bah, que quand vous citez soit pas de médiateur de la consommation, soit un médiateur de la consommation qui ne peut plus exercer, vous ne répondez pas à votre obligation de proposer un médiateur de la consommation. Si vous n'êtes pas convaincu de l'utilité du médiateur de la consommation, c'est dommage parce que, il a une véritable utilité. Il vaut mieux aller voir un médiateur de la consommation qu'un juge. Mais si vous êtes convaincu de l'utilité du médiateur de la consommation et vous avez des mentions légales qui ne sont pas justes, bah, c'est ennuyeux. La Cour de cassation a jugé tout récemment, en 2024, le 18 septembre 2024, la Cour de cassation a jugé qu'un contrat, c'était un contrat à distance. Il n'y a pas de raison de penser que ce serait autrement pour d'autres contrats. La Cour de cassation a jugé qu'un contrat à distance qui ne comportait pas les coordonnées du médiateur de la consommation était nul. Nul. Alors je vous laisse imaginer ce que ça peut vouloir dire, notamment au moment où vous voulez réclamer votre rémunération.
Vous n'avez pas de médiateur de la consommation dans votre contrat. Vous avez un médiateur de la consommation qui n'est pas le bon. Autre cas de figure qu'on rencontre aussi, vous citez un médiateur de la consommation, mais vous n'avez pas adhéré à ce médiateur de la consommation. C'est-à-dire que vous mettez son nom, il existe vraiment, mais il ne vous connaît pas, parce que vous n'êtes pas manifesté auprès de ce médiateur de la consommation. Eh bien, votre contrat est nul, c'est-à-dire que le client ne vous doit rien. Tous vos efforts, toute votre énergie, toute votre sueur, tout votre talent dépensé pour rien si vous tombez sur un grincheux. Je termine avec ça. Donc, toujours la même méthode, et c'est ça l'intérêt principal de notre échange d'aujourd'hui. Toujours la même méthode. Ce n'est pas de vous apporter des réponses, un échantillon des réponses parmi toute cette liste de points de conformité. C'est vraiment de vous dire, en 10 minutes, vous prenez vos documents, vous regardez ce qui est écrit dans vos documents, et on peut aisément, comme on vient de le faire ensemble, on peut aisément se dire, est-ce que cet article est juste, pas juste? Est-ce que cette phrase est juste? Est-ce que cette phrase correspond à quelque chose? Et là, vous pouvez tout seul, dans votre coin et gratuitement, avoir une vision de votre état de conformité ou pas, et peut-être changer votre état d'esprit si vous êtes convaincu que votre conformité est irréprochable et que vous êtes en sécurité. J'ajoute deux petits Qu'est-ce qu'on points, a? si tu me permets, Laurent. Et je Le t'en premier, prie, bien sûr. Chez Courtensia, votre adhésion à Courtensia implique automatiquement l'adhésion au médiateur IEAM, hein, c'est inclus dans votre cotisation, sauf si vous déclarez détenir un autre médiateur, auquel cas vous nous mettez votre attestation de médiation pour l'année 2025, évidemment. Ça, c'est le premier point. Donc, chez Courtensia IEAM, vous avez le pavé des mentions légales IEAM en bibliothèque sur le site Internet. Et deuxième point, j'en profite pour saluer Pierre-Yves. Si vous faites que du pro, vous n'avez pas besoin de médiateur, évidemment, puisque le médiateur s'adresse à une clientèle de particuliers. C'est le médiateur de la consommation. Donc, dans tout ça, bah, notre fiche rapide d'analyse de conformité, ce petit service FRAC que propose Courtensia avec Endroit Avocat, bah, c'est de dire simplement ceux qui le souhaitent, vous envoyez votre contrat de mandat, vous envoyez vos mentions légales ou vous ne les envoyez pas d'ailleurs, parce que c'est facile d'accès pour le coup, les mentions légales. Et voilà, en quelques minutes, on peut en faire un petit scan, une petite revue et vous dire, non pas vous faire un travail de conformité ou de remise en conformité, vous avez bien compris, mais juste de vous dire, bah, vous pensiez être parfaitement conforme, vous pensiez être parfaitement à jour, vous pensiez être en pleine sécurité juridique, c'est franchement pas le cas. C'est franchement pas le cas. Et les quelques exemples qu'on vient de prendre, la structure du contrat de mandat, les obligations du courtier, le défaut de fiche de conseil, l'absence de fiche de conseil, l'absence de preuve de la délivrance du conseil, et des exemples d'articles du Code de la consommation, du Code monétaire ou de quelques obligations d'information, quelques informations, pardon, au titre de l'obligation de présentation, sont les plus courants. Sont les plus courants. Si vous voulez évaluer tout ça, on fait circuler depuis 2-3 ans un questionnaire d'auto-évaluation de conformité. Donc, vous avez 20 questions, elles ont été choisies, c'est des questions pièges. Hein, l'objectif n'est pas d'avoir une bonne note, l'objectif est de vous interroger, de vous auto-interroger sur des points dont on sait que c'est des points sensibles en conformité, justement. Donc, vous avez ce questionnaire d'auto-évaluation, il est accessible en ligne. Vous aurez le lien sur le document, Géraud peut le diffuser. Vous vous connectez. Voilà, vous avez ici le lien ou le QR code. Grâce à mon ami Eric Debesque, moi je suis incapable de savoir comment on fait des QR codes. Et vous activez tout ça, vous accédez à 20 questions, vous répondez, vous avez votre note. Et donc, vous savez exactement si vous avez 8 sur 20, 15 sur 20 ou 2 sur 20. Donc ça vous permet de vous auto-évaluer aussi très vite. Donc, la fiche d'analyse rapide de contrôle de conformité, pardon, à partir de votre contrat de mandat essentiellement, le questionnaire, voilà, des instruments très simples qui vous permettent de confirmer ou d'ébranler un peu votre certitude en matière de conformité. Pour conclure tout ça, simplement pour vous dire, on a dit ce que c'était que la conformité, on a dit comment vérifier ou comment évaluer l'opinion positive que le courtier peut avoir de sa propre conformité. Pour quelle raison, quel intérêt on a à être conforme? On l'a évoqué,
notamment en cas de contentieux. Quels sont les contentieux aujourd'hui? Quels sont les contentieux aujourd'hui les plus répandus pour le courtier en crédit? Le contentieux du refus de prêt. Vous n'avez pas obtenu le prêt pour le client est ennuyé par le vendeur, il se retourne contre vous, il y a toujours des enjeux financiers très importants. Contentieux abondant. Le contentieux de la rémunération, vous avez fait votre boulot, vous avez obtenu le prêt cette fois et le client se moque de vous, il ne vous paye pas. Et le contentieux du conseil, du défaut de conseil, le client ne peut plus rembourser son prêt, il est au tribunal avec la banque, il se retourne contre la banque, il se défend là en l'occurrence, mais il se retourne aussi contre le courtier en disant j'ai pas été bien conseillé. Donc voilà les contentieux essentiels pour le courtier. Pour ne pas oublier nos amis du RAC, il y a des contentieux un peu spécifiques qui ne sont pas de même nature. Dans le RAC, c'est plutôt le défaut de remboursement qui est en général la difficulté et souvent une certaine opacité sur beaucoup de sujets. La CPR avait épinglé tout ça il y a 2-3 ans. Il y a un contentieux relativement courant en matière de regroupement de crédit aussi, hein. Il n'y a pas de mystère. Les clients sont des clients un peu plus difficiles ou en situation difficile. Donc ça crée un peu plus de difficultés avec des gens qui ne comprennent pas forcément, enfin, qui comprennent pas très bien les opérations bancaires, pour dire les choses. Donc voilà ce que vous pouvez retenir. À la fin de tout ça, bah, vous avez un outil essentiel quand on vous parle de conformité. L'outil essentiel qui concentre, qui est votre bouclier ou votre perte, c'est vraiment le contrat de mandat de recherche de capitaux pour le courtier. Donc regardez-le avec un œil plus critique, plus... remettez-le en cause, posez-vous la question. Je ne dis pas qu'il faut s'interroger sur ces sujets-là tous les lundis matins, mais au moins une fois par an, se réunir une équipe et dire bah, on va prendre notre contrat de mandat, puis on va le regarder. Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'on le comprend? Est-ce que ce qu'on voit dedans, c'est juste? Euh, voilà un travail simple, avec la façon de faire qu'on vient de voir ensemble. Voilà, sinon vous sollicitez Géraud et Courtensia et on échangera ensemble pour vous faire l'analyse complète selon la même méthode. Vincent nous dit oui, c'est pas le même pour le RAC et l'IMO, bien sûr. Pas le même, pas le même contrat, pas la même situation juridique, pas les mêmes obligations, elles ne se déclinent pas de la même manière. Patrice nous dit, s'agissant du contentieux du refus de prêt, n'y a-t-il pas enfin une ou plusieurs jurisprudences définissant les droits du courtier mandaté par le client, forcément mandaté par le client, Patrice, puisque courtier, pour délivrer le refus auprès des notaires, on en parlait avec Géraud. On a diffusé avec Géraud, on avait découvert ça il y a 4-5 ans, une jurisprudence de la Cour de cassation qui dit déposer une demande chez le courtier, c'est comme la déposer en banque. Donc on diffuse ça beaucoup. Les notaires résistent dans certains endroits en disant ça n'existe pas. On a avancé puisque le centre juridique des notaires, Hugues confirme, le centre juridique des notaires maintenant valide cette jurisprudence de la Cour de cassation. Donc vous pouvez dire à un notaire, renseignez-vous auprès de votre centre juridique, ça s'appelle le CRIDON pour les notaires. Donc il le valide. Mais très souvent, la difficulté, c'est quoi? On en cite deux rapidement parce que ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Le courtier pense que parce qu'il a émis une attestation de refus, elle est valable. Mais la réalité, c'est que si vous émettez une attestation de refus sans les éléments de preuve derrière, ben, le notaire est parfaitement fondé à dire vous n'avez rien prouvé. Une attestation, ce n'est pas une attestation comme elle nous passe par la tête. Ce n'est pas suffisant. Il faut prouver que ce qu'on met dans l'attestation correspond à la réalité. Donc ça, c'est un gros point de difficulté pour tout le monde et qui empire. Et le deuxième point de difficulté qui serait plus long à développer, mais vous allez le comprendre facilement, c'est que la plupart des ennuis en matière de refus de prêt proviennent de la différence entre les spécifications du crédit telles qu'elles sont couchées dans la promesse ou le compromis et ce que le courtier a recherché. Vous devez rechercher un crédit
qui correspond exactement en taux, en montant et en durée à ce qui a écrit dans la promesse ou dans le compromis. Pour toutes les raisons que je connais et qui vous viennent à l'esprit au moment où je vous parle, on sait que ça n'est pas ce que font les courtiers. À chaque fois qu'on s'écarte des paramètres de la promesse ou du compromis, vous vous mettez en risque. Si le prêt est obtenu, il n'y aura pas de problème. Si le prêt n'est pas obtenu et que le client se voit réclamer des sommes importantes, il ne fera pas de quartier, il se retournera contre vous. Et c'est vous qui serez mal. Donc, oui, bien, Patrice a raison, mais j'aime cette question, Patrice. Elle est bien que le courtier soit une profession réglementée. Pas parce que vous êtes membre d'une profession réglementée que ce que vous dites est une parole sacrée. Surtout quand on rentre dans une enceinte judiciaire. Parce que ce qui se passe, et c'est pour ça que les notaires se protègent, c'est que très vite, on est dans une logique de contentieux. C'est que le vendeur, il réclame les 30 000 ou les 40 000 euros d'indemnité d'immobilisation et il les réclame au tribunal pour que ça aille vite. Et donc le vendeur, l'acheteur qui est votre client, qui ne sait plus trop quoi faire, il dit ben, c'était pas moi, c'était le courtier. Et donc le courtier va sortir son attestation de refus. Elle n'est pas toujours bien rédigée et il ne sait pas toujours prouver que ce qu'il y a dedans correspond à la réalité. Et donc oui, même pour une profession réglementée, toute profession réglementée, quelle qu'elle soit, hein, médecin, notaire, avocat, courtier, tout ce que vous voulez, dans une enceinte judiciaire, tout le monde est soumis aux mêmes exigences. Merci de votre attention soutenue pour ces sujets pointus un vendredi après-midi. Il y a peut-être des questions. On a 2 ou 3 minutes encore pour ceux qui le souhaitent. Sinon, vous avez vu des coordonnées de Laurent sur la diapositive précédente. Vous avez sous les yeux celle de Courtantia. N'hésitez pas, hein, prenez 5 minutes. Vérifiez vos documents, enfin, vérifiez le caractère réglementaire de vos documents. Utilisez-les, apportez la preuve que vous avez fourni au client ces documents et archivez. Archivé. Je vous rappelle que pour un prêt immobilier ou un regroupement de crédit, si le financement a été mis en place, vous devez conserver la totalité des documents sur la durée de vie du prêt. Hein, pas sur 3 mois ou 6 mois, sur la durée de vie du prêt. Je vous laisse la parole s'il y en a qui veulent intervenir, apporter des précisions, poser des questions. Merci Hugues, Adeline, Patrice, Vincent. Quid de la loi informatique et liberté? Informatique et liberté, ça n'existe pas. Ce qui existe pour un courtier de façon concrète et pragmatique, c'est collecte, traitement et conservation des données personnelles. Collecte, traitement, conservation des données personnelles. Eh ben, ça fait partie des points de conformité qu'on a évoqués. Là, je n'ai pas pris d'exemple dans ce champ-là, mais normalement, effectivement, dans le contrat ou dans les mentions légales, on trouve toujours un chapitre sur les données personnelles, leur collecte, leur traitement, leur conservation. Donc, c'est même analyse. Qu'est-ce que j'écris? Je prends l'exemple que Géraud vient de donner, je rebondis sur l'exemple que Géraud vient de donner, on ne va pas chercher des exemples lointains. Géraud dit il y a des durées de conservation. C'est quoi la règle sur les durées de conservation? Quelle règle j'ai fixée dans mon document? Qu'est-ce que je dis dans mon document? Je dis quoi? Je dis rien? Je dis 3 mois? Je dis 5 ans? 5 ans, c'est la durée d'un procès civil. Je dis 10 ans? Je dis la durée du prêt? Voilà. Donc, toujours le même réflexe. Qu'est-ce que j'ai écrit? Est-ce qu'il y a un texte qui me permet de vérifier que ce que j'ai écrit est juste? Et donc, c'est facile. Code de la consommation, code monétaire et financier, code civil. Et pour la loi informatique et liberté, ben, il n'y a pas de code. Donc, c'est à part. C'est cette loi qui contient les règles juridiques, les paramètres juridiques. Il n'y a pas d'autres questions. Eh ben, on va clôturer. Je vous incite à nous suivre sur LinkedIn, hein. Suivez Courtantia ou suivez-moi sur LinkedIn. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur ce réseau. Ah, il y a un chat avant de clôturer. Eh ben, oh, c'est Laurent qui nous remercie. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite, je remercie C'est bien Laurent possible. Denis. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Le webinaire est enregistré, donc on va essayer de mettre en place, mettre cette vidéo sur le site internet de Courtantia.
Très belle fin d'année à tous. Merci. Partagez votre satisfaction de Courtensia sur les avis Google, sur LinkedIn. Ça fait toujours plaisir. Nous, Sabine et moi, on est opérationnels. On est à votre disposition. S'il y a quoi que souci, quelques questions réglementaires ou autres, on est là pour vous aider. Je vais clôturer. Je remercie encore tout le monde et à très bientôt pour de prochains webinaires. Merci beaucoup. Toi.